Je donne la parole à Daniel Ferrer, que je présente tout de suite. Daniel Ferrer est directeur de recherche au CNRS. Il a dirigé l'Institut des textes et manuscrits modernes, qui a célébré ses 50 ans l'an dernier. Il est actuellement le directeur aussi de la rédaction de la revue Genesis. Ses recherches ont porté et portent sur Joyce, Virginia Woolf, Faulkner, Poe, Stendhal, Flaubert, Zola, sur la théorie littéraire, les humanités numériques, la critique génétique. Pour citer quelques-uns de ses livres, il a publié Logique du brouillon, ou dirigé ou co-dirigé Genetic Criticism, Text and Avant-Garde et Avant-Texte, ou Renaissance Joyce. Et il a, par exemple, aussi contribué à l'édition des œuvres de James Joyce dans la Pléiade. Je lui donne la parole tout de suite. Merci, Daniel. Merci Pierre-Michel. Alors, le titre que j'avais donné illustre d'une certaine manière mon propos, parce que je me suis aperçu qu'il était inachevé. En fait, j'ai senti qu'on ne pouvait pas parler d'inachèvement interne sans se demander comment il se fait que les œuvres finissent malgré tout par s'achever. Donc, un titre plus complet serait « Inachèvement interne et clôture interactive ». Mais d'abord, voici ce que j'entends par inachèvement interne. Il m'avait semblé que le titre de notre colloque, la création en suspens, renvoyait plutôt à la figure de l'aposiopèse, cette figure qui prend la forme d'une période restant en suspens, d'une phrase qui ne va pas jusqu'au bout. Ce dont je voudrais parler, c'est d'une forme d'achèvement qui ne consiste pas à aller jusqu'au bout, et donc d'une forme d'inachèvement qui ne consiste pas à s'arrêter avant la fin. Tous ceux qui travaillent sur les brouillons d'écrivains, et plus généralement sur les documents de jeunesse des créateurs, voient bien que l'archive de la fin coïncide rarement avec la fin de l'archive, comme d'ailleurs l'archive du commencement ne coïncide pas avec le commencement de l'archive. La fin est souvent atteinte par anticipation, bien avant l'achèvement. Ainsi, la page que vous avez sous les yeux est la dernière du cahier 20 de la recherche du temps perdu, cahier de mise au net, et vous voyez qu'elle porte le mot « fin ». Je fais un zoom sur le bas de la page. Alors, si on se place d'abord à un niveau microgénétique, il apparaît qu'après avoir tâtonné longuement pour arriver au point d'aboutissement, Proust sait déjà qu'il veut terminer sur « dans le temps » avec une majuscule. Donc il arrive plusieurs fois, il raye, et puis à un certain moment, il semble avoir trouvé l'équilibre de sa clausule et il inscrit le mot « fin » suivi d'un trait conclusif. Or, on voit bien que ça n'a pas empêché d'ajouter ultérieurement dans l'espace blanc qui sépare la fin du paragraphe du mot « fin » toute une insertion qui se termine de nouveau par les mots « dans le temps ». On voit bien que c'est un ajout imprévu qui colonise l'espace qui était resté libre entre les derniers mots du paragraphe et le mot « fin », et on voit même que l'ajout empiète un peu sur le haut de la majuscule du F. Si on se place à l'échelle de la construction d'ensemble, il est frappant que cette fin date probablement de 1917, alors que Proust est mort en 1922, en laissant son livre dans un état radical d'inachèvement. Non seulement il a fallu que Robert Proust et les éditeurs de la NRF achèvent le livre pour pouvoir le rendre accessible au public, tout comme Süssmayr avait mis la dernière main au Requiem de Mozart, ou comme Alfano a complété le Turando après la mort de Puccini. Mais il n'est pas du tout sûr que le livre aurait été achevé si Proust avait vécu quelques mois de plus, contrairement à ces deux cas. Ma collègue Nathalie Mauriac a bien montré qu'un processus de remaniement de grande envergure était en train au moment du décès, et elle parle même d'un travail de désachèvement effectué par Proust une fois cette fin jetée sur le papier. Donc ce n'est pas parce que la toile est couverte,
pour reprendre l'expression qu'utilise Stendhal à propos d'un autre livre inachevé, Lucien Leven, ce n'est pas parce que la toile est couverte que le tableau est achevé. Avoir atteint la fin n'empêche nullement l'inachèvement de l'œuvre. Donc je pense qu'il faudrait distinguer deux logiques de l'inachèvement que je vous propose de figurer par deux aventures. On pourrait parler de parabole du sapeur Camembert. Il y a d'abord le conseil de Camembert à son disciple, le fusilier Cancrelat, qui est chargé de scier le tas de bois du colonel. Tu commences par un bout, n'est-ce pas? Et quand tu arrives à l'autre, tu es tout épaté d'avoir fini. Il y a surtout sa réplique conclusive, aussi sidérante que celle d'un maître zen, quand Cancrelat se plaint d'avoir encore scié que la moitié du tas. Si tu aurais commencé par l'autre bout, il ne te resterait plus rien à faire. Tu n'es qu'une moule de ne pas avoir deviné ça. Alors, il y a ça. Et d'autre part, il y a la corvée dont Camembert lui-même est chargé par le sergent Bitur. Il doit faire disparaître un tas d'ordures. Camembert creuse donc un trou pour les y enfouir, mais que faire alors de la terre extraite du trou? Le sergent Bitur lui intime l'ordre de creuser un autre trou. Ce qui est donc fait. Oui, mais la terre de ce deuxième trou, dit-il, qu'est-ce que j'en vais faire? Réplique définitive du sergent. Ferait 4 jours pour n'avoir pas creusé le deuxième trou assez grand pour pouvoir y mettre sa terre avec celle du premier trou. Ce sont deux logiques de l'achèvement distinctes. D'une part, il y a la logique du tas de bois qui consiste à essayer d'arriver au bout par tous les moyens et en prenant tous les raccourcis possibles. Et d'autre part, il y a la logique du trou, le trou qu'on ne peut pas combler sans qu'un autre trou virtuel se creuse, qui est plutôt une logique de l'inachèvement perpétuel. Et c'est à cette deuxième sorte d'inachèvement que je m'intéresse aujourd'hui. Ceux qui ont l'habitude de regarder les brouillons des écrivains savent que les trous y sont omniprésents. Il y a ceux qui sont délibérément creusés en vue d'être comblés dans un deuxième temps. Par exemple, chez Flaubert, au niveau de la phrase ou du paragraphe, on trouve ceci dans les manuscrits d'un cœur simple. Donc ici, vous avez « Et quand elle exhala son dernier souffle », point de suspension, quand, entre parenthèses, une phrase très longue, cette vie terrestre s'éteignit, point de suspension, elle crut voir le perroquet planant au-dessus de sa tête. On dirait tout à fait ce qu'on appelle en didactique un exercice à trous, avec même la consigne à suivre pour remplir ces trous, la parenthèse, une phrase très longue. Fabriquer une phrase très longue, donc. Alors, le blanc, après perroquet, indique un manque qui est à combler, et ce qui est fait par une addition interlinéaire ici, mais vous voyez, comme un Saint-Esprit. Mais vous voyez que cette addition est précédée d'une longue suite de points de suspension, donc qui indique un autre trou à combler. Alors, si on se place à une plus grande échelle, vous voyez cette note de Proust à l'intention de sa secrétaire. Laissez dans la dactylographie quelques pages de blanc sur lesquelles j'ajouterai à la main ce qui manque entre les pages 60 et 70 et recommencer à dactylographier à la page 70. Donc ce type de blanc marque une solution de continuité ponctuelle, narrative ou discursive qu'il est prévu de combler ultérieurement. Mais il y a aussi les blancs laissés systématiquement par précaution par la plupart des écrivains afin de se ménager des possibilités d'expansion. Comme par exemple dans cette page d'Ulysse où on voit que Joyce laisse d'abord une marge à gauche de son texte, qui est vite colonisé par toutes sortes d'ajouts. Il laisse également, comme beaucoup d'écrivains, la page de gauche de son cahier entièrement vide, qui est à son tour colonisée par toutes sortes d'ajouts. Et en fait, ça ne suffit pas. Vous voyez ici le mot B, back, ce qui signifie que sur la page de derrière, les additions vont se continuer encore. Ces amples réserves d'espace se révèlent insuffisantes et le débordement continue. Et même quand des réserves d'espace ne sont pas prévues, même quand toute marge est radicalement bannie, comme c'est le cas
dans ce splendide manuscrit des Lamentations de ténèbres de Jean-Paul Gou, dont l'apparence de muraille polie figure à merveille l'esthétique du continu dont il se réclame. Ou alors ici, dans un autre de ces manuscrits des Jardins de Morgante, on voit bien que même là, des failles infimes se font jour et que, par endroits, des insertions trouvent malgré tout leur place. Et quand bien même il n'y aurait vraiment aucun espace libre sur le papier, il y a toujours la possibilité de recopier à nouveau frais une version allongée. Parfois d'ailleurs, l'espace à combler ne se présente pas comme un vide, mais comme une pierre d'attente qui est explicitement désignée comme telle. Par exemple, on trouve chez Proust la mention « chercher le terme exact » et en dessous le mot « bas » donc, est positivement marqué d'un soulignement pour montrer qu'il n'est qu'un tenant-lieu d'autre chose. Alors, au-delà de toutes ces pratiques d'écriture qui donnent lieu matériellement à l'expansivité créatrice et donc à l'inachèvement interne, il y a des formes qui le favorisent particulièrement. Par exemple, une énumération n'a jamais vraiment de raison intrinsèque de s'achever jamais. Voici, dans l'épisode du Cyclope d'Ulysse, une liste pseudo-épique qui rebondit indéfiniment. Il s'agit de la liste des figurines accrochées à la ceinture du héros épique. Alors vous voyez que c'est déjà long dans le texte de l'épreuve imprimée, mais que les marges comportent des ajouts qui sont d'ailleurs complètement déments dans la logique qui semblait présider à l'énumération. Ça ne suffit pas encore. Sur la page de droite, ça continue, sur les marges du haut et du bas. Sur le jeu d'épreuves suivant, ça se continue encore. Et vous voyez que ça ne suffit toujours pas puisqu'il réclame nouvelle épreuve SVP. Alors, c'est un cas un peu particulier, mais plus généralement, au-delà de toutes ces formes qui favorisent l'expansion, ce qui rend possible cette condition d'inachèvement interne, ce sont des caractéristiques fondamentales de la forme narrative et même du langage. Barthes évoquait le pouvoir du récit de distendre ses signes le long de l'histoire et celui d'insérer dans ces distorsions des expansions imprévisibles. Ce qu'il appelle les noyaux fonctionnels présentent des espaces intercalaires qui peuvent être comblés quasi infiniment. On peut remplir les interstices d'un nombre très grand de catalyses, les catalyses étant pour lui les unités qui ne font que remplir l'espace narratif qui sépare les fonctions charnières, selon un mode de prolifération, dit-il, un principe infini. On le sait, dit Barthes, c'est ce qui se passe pour la phrase, faite de propositions simples, compliquées à l'infini de duplication, de remplissage, d'enrobement, etc. Comme la phrase, le récit est infiniment catalysable. Et cette potentialité narrative et linguistique se concrétise particulièrement dans une certaine modernité pour laquelle ce qui était catalyse, ce qui était pur remplissage facultatif, est devenu la substance même du récit. Comme c'est le cas, par exemple, dans Ulysse, où les détails infimes d'une journée insignifiante occupent un énorme volume. Le comble étant atteint au cours d'une scène, dite la scène messianique, où, dans le bref intervalle entre deux répliques d'un dialogue, vient s'insérer une rêverie qui, d'expansion en expansion, va finir par occuper plus de 20 pages, donc juste entre deux répliques d'un dialogue. Joyce ira d'ailleurs encore beaucoup plus loin avec Finnegan's Wake, où chaque syllabe devient le pivot d'une possible expansion. Par exemple, vous voyez ici, là, sur ce dactylogramme, était écrit le mot « continuation », et Joyce vient y greffer le mot « narration »,« continue narration ». Et ici, il y avait les mots « go on », et par-dessus vient s'ajouter un fleuve, Garonne, Garonne. Alors, vous voyez que chaque lettre n'est plus qu'une pierre d'attente, qui est à la fois grosse de tous les ajouts possibles
et par là même la marque d'une insuffisance et d'un inachèvement. Donc il semble que notre modèle du trou du sapeur camembert apparaît trop simple. Il faudrait le compliquer, par exemple par ce qu'on pourrait appeler un modèle de la chaussette freudienne. Une chaussette peut certes être trouée, par exemple par une usure du talon, c'est un trou qu'on peut repriser. Mais Freud montre, dans son article de 1915 sur l'inconscient, que pour un obsessionnel, la chaussette elle-même, au moment où on y enfile le pied, peut être considérée comme un trou, avec toutes les connotations qu'on peut imaginer. Mais il montre qu'au contraire, pour un schizophrène, enfiler la chaussette revient à distendre les mailles et donc à révéler une infinité de petits trous béants qu'à l'évidence, on n'arrivera jamais à combler puisqu'ils font partie de la nature même de la chaussette. Bon, il faut remarquer que parler toujours en termes de trous et de manque à combler risquerait de nous induire en erreur. Comme le disait Barthes, le pouvoir catalytique du récit a pour corollaire son pouvoir elliptique. La tension vers l'achèvement peut aller, comme le rappelait Pierre Michel à l'instant, la tension vers l'achèvement peut aller aussi bien dans le sens du retranchement nécessaire, mais jamais assez radical, que ce soit dans le cadre d'une esthétique minimaliste, du toujours moins, comme celle de Beckett, qui va dans le sens de l'allègement indéfini jusqu'à l'évanescence, ou que ce soit dans le cadre d'une esthétique du non finito. Il y a un bel article de mon collègue Pierre-Marc de Biasy sur le non finito chez Flaubert, où il montre au prix de quel travail immense Flaubert donne dans Saint-Julien l'Hospitalier un effet d'incomplétude, de flou, de non finito. Donc il est clair que le non finito demande non pas moins d'efforts que le fini, au sens de laborieux, de léché, mais davantage de travail cristallisé, si on veut, sous forme de tours de main acquis individuellement ou par assimilation d'une tradition préalable. Et on peut se demander à quel moment ce travail supplémentaire sera achevé. C'est une question un peu vertigineuse. Qu'est-ce qu'un non finito inachevé ? Ou encore, quand considérer qu'un non finito est achevé, qu'il est abouti en tant que tel. Mais je crois qu'il en sera question cet après-midi. Par ailleurs, si on prend une forme fixe comme le sonnet ou le haïku, il est clair qu'on est à l'abri des débordements à la Joyce, aussi bien que des retranchements hyperboliques à la Beckett, puisque les limites sont formellement définies. On pourra néanmoins, me semble-t-il, parler encore d'un état d'inachèvement interne si on prend au sérieux l'idée de tenant-lieu. On peut considérer que pour l'écrivain, les mots ne sont que des substituts provisoires d'autres plus appropriés qui mèneraient le haïku ou le sonnet à l'état d'achèvement accompli. Eugène Souriau, dans sa très belle analyse de ce qu'il appelle l'instauration de l'œuvre, montre que l'œuvre virtuelle et l'œuvre matérielle évoluent dialectiquement jusqu'à ce qu'elles se rejoignent au moment de l'achèvement dans ce qu'il appelle une œuvre bimodale, où l'œuvre idéale trouve son incarnation dans l'œuvre matérielle. Mais dans notre expérience de généticien, on assiste davantage à une course-poursuite qu'à une convergence programmée. À partir du moment où, comme l'a très bien vu Souriau, l'œuvre idéale n'est pas un point fixe, mais évolue sous l'influence de la réalisation de l'œuvre matérielle, la rencontre qui est censée se produire quand l'œuvre est achevée risque de ne jamais advenir. On est donc obligé de se poser la question de ce qui rend malgré tout possible l'achèvement. Pourquoi l'écriture d'Ulysse s'est-elle arrêtée un jour ? Pourquoi le livre ne fait-il que 732 pages, étant donné que ce n'est pas la mort qui l'a interrompu, comme elle a interrompu Proust ou Musil ? Tout simplement parce que Joyce avait décidé que le livre devrait être publié le jour de ses 40 ans. Ce n'est pas la mort, mais c'est l'anniversaire de sa naissance qui impose la clôture. Et si Joyce était né en novembre au lieu d'être né en février, le livre serait certainement beaucoup plus gros. Alors, il s'agit là d'une contrainte qui est à la fois externe et auto-imposée.
Et il semble en effet que l'achèvement soit toujours au moins partiellement exogène. Outre la mort, on pense à l'éditeur qui vient arracher le manuscrit des mains de l'auteur, ou à la contrainte financière qui oblige à arrêter brutalement le tournage d'un film, quel que soit son état d'achèvement. Et bien sûr, il n'est pas rare que de telles forces extérieures au processus de création viennent mettre un terme arbitraire à ce processus. Mais les choses sont généralement plus complexes. La preuve que la contrainte externe ne suffit pas à imposer l'achèvement, c'est que la publication d'un livre ou la diffusion d'un film, vous avez vu que Coppola ressort encore une version de Apocalypse Now 40 ans après sa sortie. Après l'avoir allongé, il le raccourcit de nouveau. Que ce soit donc la diffusion d'un film, l'exécution d'une symphonie, l'exposition d'un tableau, tout cela ne marque pas nécessairement le terme du processus. Ainsi, Stendhal avait l'habitude, une fois ses livres publiés, d'en faire interfolier des exemplaires, c'est-à-dire d'y faire relier des feuilles blanches, donc d'y réinjecter un espace vide qui demandait à être saturé, un espace vide qui vient matérialiser les manques que la publication n'avait fait que masquer sans pouvoir les combler. En pratique, le généticien constate que l'achèvement est le résultat d'une interaction, comme d'ailleurs toutes les décisions qui regardent l'œuvre, mais c'est particulièrement vrai de l'achèvement, qui est la décision majeure au sens étymologique de décision. Cette interaction peut être analysée d'un point de vue stratégique comme un jeu, tel que ceux qui étudient la théorie des jeux, ou plutôt comme la superposition de deux jeux de nature différente. D'une part, un jeu de coordination avec le destinataire, et d'autre part, un jeu compétitif avec les autres occupants du champ artistique. Dans un cas comme dans l'autre, ces jeux ne sont pas des jeux de position statique, mais ils se déroulent dans une chronologie et surtout un temps logique qui est assez complexe. Avec le ou les destinataires, il s'agit d'un jeu coopératif, d'un de ces jeux de coordination, comme le jeu du rendez-vous, où on recherche le point sur lequel on pourra se retrouver, chacun devant anticiper le choix de l'autre, qui sera, si on veut avoir des chances d'y parvenir, un point de saillance par rapport à l'environnement, ce que Schelling appelle un point focal. Le cas le plus facile, c'est que ce point de saillance soit donné par une convention préexistante. En l'occurrence, une idée conventionnelle de ce que doit être une œuvre achevée. C'est sans doute le cas le plus fréquent, mais c'est le moins intéressant, le plus banal, d'où toute surprise est bannie. Le cas le plus intéressant, c'est celui de l'innovation. Aboutir là où on ne vous attendait pas, mais cependant un endroit où une partie du public au moins pourra vous rejoindre. Alors cette coordination ne réussit évidemment pas toujours, en tout cas pas avec tous les destinataires. Par exemple, le grand peintre américain Gilbert Stuart, voici un de ses tableaux qui est inachevé et qui est pourtant un de ses plus célèbres. Donc Gilbert Stuart a vu un de ses portraits renvoyé par le commanditaire qui trouvait que la cravate, qui ressemblait peut-être un peu à celle-ci, était insuffisamment finie. Alors sur ce, Stuart, par dérision, avait décidé d'acheter une belle pièce de mousseline et de la coller sur le tableau avant de le renvoyer. C'est un bel exemple de coordination manquée avec le destinataire. Mais il faut tenir bien sûr compte du fait que le destinataire est aussi, et dans beaucoup de cas avant tout, l'auteur lui-même. L'auteur est ce lecteur ou ce spectateur suprêmement intransigeant, sous le regard duquel l'œuvre devra inévitablement passer avant d'être déclarée achevée, et qui constitue le relais obligé entre le créateur engagé dans l'acte de création et le destinataire final. Le généticien est familier de ce processus de coordination transactionnelle entre soi et soi, ou plutôt entre deux avatars de soi-même. Chaque rature ou chaque ajout dans les manuscrits peut être considéré comme le signe d'un échec provisoire de cette coordination, puisque ce qui était considéré par l'auteur en train d'écrire comme localement suffisamment achevé est considéré par l'auteur se relisant comme incomplet, inachevé, puisqu'il nécessite une retouche. Alors ce désaccord est souvent anticipé.
Ainsi, Stendhal précise que tel passage de Lucien Leven doit être relu à Paris, parce qu'il prévoit que des dialogues qui sont considérés provisoirement comme satisfaisants par le Stendhal consul à Civitavecchia seront jugés imparfaits quelques mois plus tard par le Stendhal plongé dans la vie mondaine de Paris. Alors parfois, ce désaccord s'inscrit explicitement dans les marges des manuscrits. En tête d'un des exemplaires interfoliés de la Chartreuse, l'exemplaire Royer, on trouve ceci. Si vous regardez vers le bas de la page, manuscrit arrangé par déférence pour les avis de M. de Balzac. Et à l'intérieur, en tête d'un chapitre ajouté, regardez en haut à gauche, 16 octobre 1840, hier lu l'article de M. de Balzac. Donc sous l'influence de Balzac et de son extraordinaire article sur la Chartreuse qu'il avait publié dans sa revue parisienne, Stendhal croit qu'il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Il rouvre donc en effet le chantier, il retranche immédiatement 50 pages du début et il rédige des chapitres supplémentaires comme celui-ci. Heureusement, il s'aperçoit qu'il fait fausse route et il abandonne la révision. Alors ici, j'ai juxtaposé le bas de la page et le haut de l'autre. Et on voit que les mots manuscrits arrangés par déférence pour les avis de M. de Balzac sont barrés au crayon. Et Stendhal écrit juste en dessous « Revenu à l'ordre primitif en février 1841 ». Et en haut de l'autre page, on lit « 9 février 1841 ». Par respect pour le tableau tendre de Milan 1796 et pour le caractère de Madame Pietranera, je laisse les premières pages dans l'ordre actuel. Donc, en 4 mois, entre le 6 octobre et le 9 février, l'instance évaluatrice a changé. Ce n'est plus le même Stendhal qui relit, ses critères esthétiques ne sont plus exactement les mêmes, l'influence du destinataire Balzac est contrebalancée par d'autres facteurs internes, d'autres facteurs qui sont probablement internes à l'œuvre, et l'œuvre est renvoyée à son état antérieur d'achèvement. Alors en fait, nous sommes là dans un cas intermédiaire entre les deux types de jeux que j'évoquais, puisque Balzac est à la fois un destinataire dont la vie est hautement appréciée, mais aussi un rival. L'exemplaire que Stendhal lui avait adressé était dédicacé au roi des romanciers de ce siècle, ce qui signifie qu'il est un rival dominant dans le champ littéraire. Mais quand on connaît Stendhal, dont l'ambition maintes fois répétée était d'être lu par les générations futures, sacrer Balzac roi des romanciers du présent siècle vaut dans une certaine mesure acte d'allégeance, mais marque aussi une sorte de Yalta. Il lui abandonne le présent, mais il se réserve l'avenir, et si la Chartreuse apparaît insuffisamment achevée pour le goût présent, le pari est pris qu'il en ira différemment dans un autre temps. Alors un dernier exemple qui permet de mettre en évidence à la fois la dimension antagoniste de l'achèvement et le facteur temporel. C'est la partie qui s'est jouée entre Turner et Constable au Salon de la Royal Academy en 1832. Alors, il faudrait rappeler toute l'histoire de la rivalité entre Turner et Constable, mais pour aller au plus court, concentrons-nous sur les deux tableaux qui étaient accrochés l'un à côté de l'autre à l'occasion de ce salon. Il y avait d'une part une marine de Turner intitulée Helvoetsluis et d'autre part The Opening of Waterloo Bridge de Constable, qui était une grande composition innovante, qui était remarquable notamment par l'emploi important de la couleur rouge. Alors, comme vous le savez, il était d'usage que les peintres aient la faculté d'apporter à leur toile des petites retouches sur les simèses avant que le vernissage ne vienne théoriquement les figer. Mais Turner allait souvent beaucoup plus loin que cela. Il lui arrivait d'apporter aux expositions des toiles à peine esquissées et de les achever en quelques coups de pinceau à la veille de l'ouverture, sous les yeux étonnés de ses confrères. Alors, on peut comprendre ça comme un perfectionnisme extrême, une difficulté à achever, un souci de ne pas lâcher son œuvre avant le dernier instant. Encore un moment, monsieur le bourreau. Mais on peut aussi penser qu'il lui importait d'achever ses œuvres en présence de celles de ses concurrents
et par rapport à elle. En l'occurrence, dans le cas de Helvetsluis, ce n'est qu'au tout dernier moment, peu avant l'arrivée du public, que Turner ajouta au centre de son tableau, pratiquement monochrome, la touche de rouge. Vous voyez, la petite bouée rouge, et qui semble maintenant essentielle à la composition, et sans laquelle son tableau serait apparu particulièrement terne et effacé à côté de celui de Constable. Et de fait, Turner fut unanimement loué pour son économie de moyens, par opposition au tableau de Constable, du coup jugé laborieux et surchargé. Alors, on peut analyser la partie dans laquelle ils sont engagés comme une variante de papier, caillou, ciseaux. Vous vous souvenez ce jeu de cours de récréation où le papier enveloppe le caillou brise les ciseaux et les ciseaux coupent le papier. Alors la toile pâle, le Turner au moment où il est accroché, est écrasé par la toile surchargée de couleurs de Constable. Mais la toile surchargée est éclipsée par la toile économe de ses moyens. La toile de Turner augmentée de la touche de rouge. Alors, si on essaye de dresser une matrice des gains, telle que celle que les théoriciens des jeux aiment bien en établir, on pourra arriver au résultat un peu caricatural suivant. Alors, ce qui peut être intéressant dans ce tableau, c'est que deux positions, que j'ai marquées en gras, sont occupées par les protagonistes. On reste toujours dans la dernière colonne, c'est-à-dire que l'option retenue par Constable reste fixe, mais on passe de la première rangée, qui est perdante pour Turner, à la deuxième, qui est gagnante pour lui. Alors, on repère immédiatement une anomalie. Le glissement de Turner d'une rangée à l'autre, d'une option à l'autre. Papier, caillou, ciseaux exige un dévoilement parfaitement simultané des choix. Chacun sait que pour tricher, il suffit de prendre un imperceptible temps de retard afin d'ajuster en connaissance de cause son choix à celui de l'adversaire. Ce qui donne la victoire à Turner, c'est son exceptionnelle faculté d'improvisation, qui lui permet d'insérer un temps de jeu supplémentaire à l'intérieur de ce qui devrait être une période de stase, ou encore de déporter le temps de l'achèvement à l'intérieur du temps prévu pour la réception. Bon, ce schéma est évidemment tout à fait simpliste. On pourrait quelque peu le compliquer en y incluant la possibilité de coopération entre les artistes rivaux, par exemple pour créer un effet d'école ou de mode dont ils bénéficieraient tous les deux. Et on entrerait alors dans un autre type de jeu, qui n'est plus un jeu à somme nulle, mais un jeu du type dilemme du prisonnier, avec une matrice de gains qui serait différente et des stratégies différentes. Mais ça resterait de toute manière très schématique. L'important, me semble-t-il, c'est de suggérer que, étant donné l'état d'inachèvement interne qui menace toujours la clôture de l'œuvre, cette clôture n'est possible que par l'effet d'une transaction avec des instances externes qui impliquent un effet de décalage temporel. Alors, certaines de ces interactions sont certes plus facilement observables par la vue surplombante du sociologue ou de l'historien littéraire que par le regard myope du généticien penché sur ses manuscrits, mais si on s'y est regardé, on rencontre néanmoins bien des traces de ces interactions dans les dossiers de Genèse, pourvu qu'on sache les déchiffrer. Merci. Merci beaucoup. Et en plus, presque parfait, le timing est idéal. Est-ce que vous avez On a 10 minutes ou un peu plus de questions pour Daniel, avec des micros qui circulent ici, que je peux vous passer. Si vous n'avez pas de questions tout de suite, je vais en proposer une première, évidemment. C'est, comme je l'ai dit, la tension entre l'étude de cas et le modèle. Au fond, c'est l'illustration parfaite de mon introduction. On ne s'est pas concerté, nous avons coopéré sans le savoir. Et les modèles, d'ailleurs, de convention que tu évoques font penser à ce que Becker fait, le sociologue du travail du philosophe David Lewis, etc., etc. Évidemment, les exemples que tu donnes sont des exemples
assez généreux en termes de problèmes d'achèvement, puisque Proust, Joyce, Flaubert, Stendhal, Turner sont des cas rêvés. Et évidemment, on se demande toujours qu'est-ce qui est dans le modèle tiré par le cas et qu'est-ce qui est, etc. Et d'autre part, pour rejoindre le propos que tu as développé tout de suite, c'est quel est le type d'environnement dont j'ai besoin pour faire fonctionner le modèle que tu suggères, c'est-à-dire la transaction externe. Peut-être que le comportement même de travail très très complexe sur la matière de ces artistes-là a engendré des interactions très nombreuses avec un environnement et de la documentation. Peut-être que ça n'est pas vrai pour ceux qui ont un comportement moins chaotique ou moins problématique. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, d'une part, évidemment, ce sont des cas limites, mais il me semble que le cas limite est toujours éclairant, même pour les cas les plus courants. Mais il me semble que même à partir du moment où on se dit que le destinataire est avant tout l'auteur lui-même, il n'y a pas de cas où il n'y ait pas cette interaction entre, à partir du moment où l'œuvre ne surgit pas spontanément, instantanément, mais se déploie dans le temps, il y aura forcément ce processus d'interaction entre plusieurs incarnations du même auteur qui ne peut pas être le même. Celui qui commence la page n'est pas le même que celui qui la termine, ne serait-ce que parce qu'il l'a écrit, il sait ce qu'il vient d'écrire. Et donc, il y a déjà deux instances à l'intérieur même de l'auteur. Alors après, ça se complique, mais il me semble que le schéma reste toujours valable. Et est-ce que, pour aller dans ce sens-là, est-ce que l'artiste apprend sur lui-même quelque chose qui lui fait modifier son comportement en se disant « ça suffit, je me connais, je vais encore plonger dans un travail » ou bien alors non, voilà, c'est parce que l'auto-interaction, ça fait fonctionner ça. Oui, oui. Un de mes collègues, Olivier Lombroso, a écrit un très intéressant livre qui s'appelle Zola autodidacte, où il montre comment Zola, tout au long de sa vie, apprend en écrivant et comment il modifie au fur et à mesure sa façon de travailler. Maintenant, ce n'est pas un cas général, il y a des gens qui restent figés, dont on peut savoir d'avance pratiquement comment ils vont réagir parce qu'ils ont toujours la même façon de travailler quand on les connaît bien. Donc on ne peut pas généraliser, je crois. Oui.